l'école, de l'éducation, de l'intelligence artificielle, menace ou opportunité avec un point d'interrogation. On doit apprendre à nos enfants comment produire de la technologie et non pas consommer de la technologie. Interactivité aide à qu'il n'y ait pas de monotonie dans l'apprentissage. Trop de dépendance aux outils technologiques, on le voit bien aujourd'hui, c'est général, qu'on peut généraliser à travers le monde, tue l'interactivité humaine. Le parent doit communiquer avec son enfant et non pas juste lui jeter un appareil, il va lui dire « Ok, c'est du babysitting ». C'est ce que j'appelle du digital babysitting. Est-ce que c'est aussi faire des entrepreneurs qui vont pouvoir concurrencer les Américains et les Chinois qui sont leaders dans le monde? Les Marocains en général ou l'éducation francophone, on n'aime pas parler de l'argent. On n'aime pas parler de business. Bienvenue, Samir Benmkhlouf. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir de vous recevoir dans ces studios de l'ODJ TV et Radio. Samir Benmkhlouf, je rappelle que vous êtes fondateur de la London Academy School. Vous avez fondé il y a déjà plusieurs années. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Et je rappelle aussi au passage, parce que c'est important, notamment pour le débat d'aujourd'hui, que vous avez été directeur général de Microsoft. Donc, tout ce qui est technologie et autres, c'est quelque chose que vous maîtrisez aussi totalement. Ce débat, 7e sens, censé donner du sens au sens, autour de l'école, de l'éducation, de l'intelligence artificielle, menace ou opportunité avec un point d'interrogation, et de revenir effectivement entre les deux écoles de pensée qui s'opposent un peu à travers le monde, ceux qui considèrent que l'intégration de l'intelligence artificielle pour les apprenants, mais également pour le corps enseignant peut être une menace, et ceux qui considèrent que ça peut être une opportunité. Alors pour vous, menace ou opportunité? Les deux. Les deux menaces pour des personnes qui veulent stagner, qui veulent enseigner de la manière du XXe siècle, qui est dépassée, et une opportunité pour ceux qui vont en avant, qui voient qu'on vit dans un petit monde. Il n'y a plus de barrières entre les pays. On est dans un petit village, et ou bien on est compétitif à l'international, ou on l'est. Donc, c'est-à-dire menace pour les feignants et une opportunité pour les vaillants. Est-ce que c'est ça pour vous? Le monde est divisé en deux? Exactement, exact. Certains vous diraient, mais on peut être aussi, ça peut constituer une menace parce que l'outil technologique aujourd'hui, les enfants, on reviendra sur le modèle de la London Academy School, sont saturés aussi en matière d'écran, de tablettes, de smartphones. Si les enfants n'ont pas de smartphone, ils prennent le smartphone de leurs parents. Si en plus on y impose et on leur impose l'outil technologique et l'intelligence artificielle, ce qui est le cas d'ailleurs au niveau de la London Academy School, est-ce qu'il y a pas un risque de saturation pour l'élève? Si on voit, d'ailleurs je dis toujours qu'on doit apprendre à nos enfants comment produire de la technologie et non pas consommer de la technologie. Pour le moment, nos enfants sont des consommateurs. Donc ils sont bombardés par du contenu, que ce soit gaming ou vidéo, TikTok, etc. Mais en même temps, avec les mêmes outils, on peut apprendre. On peut apprendre à coder, on peut apprendre beaucoup de choses. Donc, on doit leur apprendre à être des producteurs et non pas des consommateurs. Et ça, c'est le rôle de l'école. En même temps, effectivement, que ce soit l'école, et une fois de plus, on reviendra largement sur le modèle de la London Academy School, c'est on consomme. C'est-à-dire que les élèves ou les enfants, lorsqu'ils sont chez eux, consomment de la technologie. Quand ils vont sur TikTok ou sur ChatGPT, ils consomment la technologie. Non, et parfois, sans connaître, sans avoir aussi sans connaître les soubassements idéologiques qu'il peut y avoir dans des applications, comme TikTok par exemple, c'est d'ailleurs prouvé aujourd'hui. En tout cas, dans notre école, ils n'ont pas accès à TikTok. Ok, je vais donner un petit preview sur comment on gère de la technologie. Donc, tous les élèves, ils ont des tablettes. Bon, c'est des tablettes avec keyboard, donc on peut dire qu'ils ont des ordinateurs. Ces ordinateurs sont gérés. Ils ne peuvent pas télécharger d'applications. Ils ne peuvent voir que ce qu'on leur permet de voir. Ça veut dire c'est du contenu éducatif. C'est ce que je dis éducatif fermé, c'est ça en fait? C'est de l'éducatif fermé. Okay, donc ils n'ont pas accès à ce qui n'est pas éducatif. Okay, donc s'ils veulent faire autre chose que l'éducatif, peut-être qu'ils vont emprunter le téléphone de leurs parents pour le faire. Est-ce que ça ne peut pas être justement perturbant ça Benmkhlouf, parce que nous on propose des tablettes individualisées pour chaque enfant, oui. Chaque élève qui est scolarisé à la London Academy School, oui. Avec un accès fermé, c'est-à-dire que vous avez un droit de regard et un contrôle en fait sur toutes les applications bien sûr, sont utilisées par les élèves. Bien sûr. Sauf qu'il n'y a pas, est-ce qu'il peut pas y avoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un espèce de choc
technologique et sociale et sociétale lorsqu'ils quittent l'école et qu'ils vont utiliser d'autres technologies et d'autres applications. Le contrôle qu'on a sur cette tablette qui est utilisée dans l'école, qu'elle soit à l'école ou à l'extérieur. Maintenant, on ne peut pas contrôler si leurs parents leur donnent d'autres moyens. L'outil technologique, c'est un moyen. C'est-à-dire, on a grandi avec le livre, on a grandi avec du papier, avec le stylo. Les enfants aujourd'hui veulent une interaction instantanée. C'est-à-dire, faire un devoir, ils veulent la réponse instantanée. Avant, on faisait le devoir, on donnait les devoirs au prof, on avait un retour 2 jours après. Nos enfants sont impatients. Donc, ils veulent un retour sur place. Est-ce qu'il faut s'aligner aux attentes des enfants? Vous dites, effectivement, c'est l'instantanéité. Oui. Est-ce que lorsqu'on est à la tête d'un établissement scolaire et d'une école comme la vôtre, de culture anglo-saxonne, oui. En matière de programme pédagogique, est-ce qu'il faut nécessairement aussi, est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de responsabilité de dire aussi à cet enfant, lui redonner le goût au papier, d'une part, et d'être un peu plus patient qu'il ne l'est? C'est quoi l'objectif du papier? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de l'IA? C'est quoi l'objectif des Internet des objets, de la tablette? C'est d'apprendre. Donc il faut qu'on reste dans un objectif d'apprentissage. Une tablette ou un ordinateur, c'est de l'interaction. OK? Et c'est de l'interaction intelligente. C'est de l'interaction où on a de l'audio, on a la vidéo, on a une interaction. Ok. Maintenant, on parle même aujourd'hui de tout ce qui est virtual reality, c'est-à-dire sur une tablette, on peut voir de la réalité virtuelle. On peut se transporter en Chine, voir comment ça se passe en temps réel, chose qu'on peut pas faire sur un livre. Donc cette interaction, il y a un proverbe américain qui dit if they don't want to learn the way you teach them the way they want to learn. Si ils n'apprennent pas de la manière dont tu veux leur apprendre, apprends-les comment eux ils veulent, c'est-à-dire teach them the way eux ils veulent apprendre. Donc cette interaction, vous savez, un enfant aujourd'hui quand il va en classe et il a un cours d'1 heure, tu sais très bien qu'il peut pas se concentrer au-delà de 10 minutes. Alors pour le restant des 50 minutes, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Il est dans le nuage. Qu'on utilise de la technologie en termes d'apprentissage ou pas d'ailleurs. Je vais vous dire un petit peu notre modèle de on va y revenir sur votre modèle. Mais je voulais juste, parce que vous avez employé le terme d'interactivité, que l'usage en fait de technologie, tablette ou autre, permet une vraie interactivité pour l'élève et une instantanéité. C'est-à-dire, il cherche une information, il va. Sauf que certains considèrent, des experts à travers le monde, considèrent que trop de dépendance aux outils technologiques, on le voit bien aujourd'hui, c'est général, qu'on peut généraliser à travers le monde, tue l'interactivité humaine. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas une vraie menace et un vrai danger, selon vous, Sami Ben Marlouf, que l'utilisation trop massive, trop importante, qui se traduit par de la dépendance, tue l'interactivité humaine? Moi, je dis pas que l'enseignement ou l'apprentissage ces enfants sont à 100% devant les écrans. Il y a des cours de débat, il y a du sport, il y a des cours artistiques, ok, et c'est là où on doit bien utiliser, on doit équilibrer, et toutes ces recherches qui disent non, ils sont un peu, chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, on va toujours trouver des gens qui sont conservateurs et des gens qui vont dire on doit l'adopter mais de la bonne manière. Sauf qu'il y a ceux qui ont une position médiane. Je pense d'ailleurs en faire partie, y compris de celles et ceux qui nous écoutent. Ça avait même Marlouf qui dit, mais en fait, le plus dur et le véritable enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre la technologie et l'humanité. Ouais, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord que il faut qu'on développe des compétences pour nos enfants, par exemple de l'empathie. Ça, c'est quelque chose. Et en faisant, d'ailleurs, on se base sur le terme citizenship. Citizenship, c'est-à-dire comment donner à autrui, comment aider. Comment s'approcher des personnes qui n'ont pas, des personnes qui peut-être ont des handicaps. Ok, et ça c'est très important de les inclure dans ton monde. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie de l'apprentissage. Vous le faites par le biais de la technologie ou vous le faites par le biais de... Non, c'est de l'humain. Ah ben, ça c'est de l'humain. C'est la transmission humaine. On n'est pas dans une école de robots où tout le monde avec une tablette collée à cette tablette. Durant l'heure
de cours, peut-être qu'ils vont utiliser la tablette pendant 10 minutes. Le reste, il y a toujours des livres, il y a toujours des cahiers, il y a toujours des workbooks, mais cette interactivité aide à qu'il n'y ait pas de monotonie dans l'apprentissage. Donc c'est ça le but. Donc en fait, c'est une espèce de dosage et d'équilibre entre la technologie et le corps enseignant. C'est sûr. Il y a une menace opportunité pour le corps enseignant. Est-ce que le corps enseignant de la London Academy School est parfaitement formé à ces outils technologiques? Je vous dis ça parce qu'en préparant votre venue ici même, Samir Ben Marlouf, et donc je me suis penché, j'ai lu pas mal sur papier, ce qui avait été produit en termes d'études et de rapports à travers le monde. Et je vois nos voisins européens, par exemple, les enseignants, il n'y en a qu'un sur deux qui est formé aux outils technologiques et donc censé effectivement les partager avec les élèves. Est-ce que menace opportunité aussi de l'IA et des outils technologiques pour le corps enseignant? Le corps enseignant, le secteur de l'éducation en général, a toujours été conservateur et traditionnel. Et qu'on ne veut pas ramener de la technologie en classe. C'est-à-dire, on mettait des enfants avec un prof, on leur donnait des livres, on fermait la porte, on disait, allez, vous pouvez apprendre. Malheureusement, si on ne suit pas ce qui se passe en classe, et on ne peut pas le suivre, on ne peut pas mettre des inspecteurs, un prof est égal à un inspecteur, avec de la technologie, il y a beaucoup, c'est-à-dire mieux, un suivi de ce qui se passe en classe. Certains enseignants considèrent être fliqués. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on doit former les profs. Ça, c'est très important. Mais beaucoup de profs... Vous les avez formés, bien sûr. Et beaucoup de profs qui sont même à des âges avancés, quand ils ont vu ce que la technologie peut faire, j'ai l'impression qu'ils sont devenus très jeunes et qu'ils voient une opportunité d'un apprentissage mieux fait. Donc, par exemple, la préparation du cours. On peut utiliser la technologie pour cette préparation du cours. Ça veut dire que ça permet de gagner du temps. Exact. Ça permet au prof, au lieu de passer du temps à préparer le cours, il va passer plus de temps à exercer sa pédagogie, à mieux expliquer ce cours. La différenciation, par exemple, dans une classe, on a plusieurs niveaux. Il y a malheureusement dans l'école traditionnelle, le prof va se concentrer sur les top 20%. Les 80%, il s'en fout. Koussala, Adakasoul. OK? Alors que tout le monde doit être inclus. Donc, en utilisant de la technologie, je peux donner des devoirs différents à plusieurs types de Il y a des études aussi qui révèlent, et je crois d'ailleurs c'était aux Pays-Bas, me semble-t-il, tout récemment, je crois que c'était en décembre 2024, comme quoi l'utilisation de la technologie pour les apprenants, c'est-à-dire apprendre des matières, via la technologie, favoriser les inégalités. Et dans ces inégalités-là, au niveau des élèves, c'est les inégalités en fonction du statut social, c'est-à-dire les enfants issus de milieux défavorisés, et ceux qui n'étaient pas forcément en capacité de révéler certaines compétences cachées et qui ne le seraient pas avec l'intelligence artificielle ou les outils technologiques. Est-ce que pour vous, ça fait quasiment une dizaine d'années que vous avez créé et fondé la London Academy School, est-ce que vous avez noté aussi le fait que l'utilisation de la technologie favorisait les inégalités? Notamment pour les inégalités sociales. Déjà, un point de départ, c'est que la différence entre ceux qui ont de la technologie et ceux qui n'ont pas de la technologie, on parle de quoi? On parle d'un coût de tablette. Cette tablette, elle va vivre au moins 4 ou 5 ans. Donc, c'est négligible. Et un accès Internet. OK? À l'école, pour tout le monde. Donc, c'est pas un coût extrêmement cher à investir pour que les gens soient déjà, on va dire, matériellement parlant, au même niveau. Donc, maintenant, le grand challenge, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est préparer les profs à enseigner de manière différente. Ça veut dire que le prof, le rôle, ça devient un facilitateur et non pas la source de l'information. Avant, le prof était la source, avec le prof et le livre. Maintenant, le prof, c'est un facilitateur. Je n'ai pas à être la source de la géographie ou de l'histoire, mais je peux pointer sur là, on peut apprendre. Et j'ai dit toujours qu'on doit apprendre aux enfants comment apprendre tout seul. Parce qu'on peut pas, on n'est plus dans un savoir limité. Avant, on était un peu limité sur ce qu'on devait savoir. Maintenant, c'est illimité. C'est un océan d'informations. Donc, au lieu que je déroule des chapitres et des chapitres d'histoire, je peux apprendre à l'enfant comment chercher. Donc, enseigner différemment. Ah oui.
Donc, Ah oui, l'enseignant, son rôle a changé. Ok. Et c'est là où l'enseignant doit passer plus de temps à différencier, à prendre les enfants qui ne savent pas beaucoup de choses, à les mettre sur des niveaux plus importants, et ceux qui sont en avance, les challenger parce qu'ils vont s'ennuyer. Si jamais ils ne sont pas bien est-ce que vous avez ils vont s'ennuyer. Est-ce que ça Ben Mahlouf, est-ce que votre approche n'est pas trop élitiste? Élitiste, c'est-à-dire que c'est un modèle efficient pour les enfants et les élèves brillants qui ont peut-être un QI plus élevé que la moyenne, et que ceux qui sont justement dans une moyenne au niveau du QI ou issus d'un milieu défavorisé, ce sera peut-être un peu plus compliqué, que vous n'avez pas forcément une offre pour eux. Le seul moyen un petit peu de distinguer élitisme, ça c'est le coût de l'éducation. Je vous invite à voir nos coûts d'éducation, ils sont comparables aux écoles marocaines. Ça c'est la dimension matérielle. Je parle de la dimension immatérielle, c'est-à-dire un coefficient intellectuel qui permet, il y a des élèves, on est tous égaux devant la loi, mais on n'est pas tous égaux devant le quotient intellectuel. On est là pour innover, donc le parent il va choisir l'innovation, il va choisir une meilleure préparation de son enfant pour le futur. On sait très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de parents se plaignent le bourrage de crâne, ils se plaignent que son enfant n'est pas prêt, ils se plaignent du contenu qui n'est pas adéquat avec nos valeurs, par exemple. Certains se plaignent aussi d'avoir trop de technologie déjà à la maison, d'avoir les enfants qui consomment trop de technologie et d'applications technologiques et qui n'ont pas forcément envie, ou qui sont craintifs, en fait, de voir leurs enfants utiliser de la technologie pour apprendre, pour faire l'apprentissage de matière. Vous savez, l'éducation, il y a la partie tarbiya, il y a la partie ta'lim. Okay? Donc la partie tarbiya, je dis que 80% se passe à la maison. Et c'est là où le parent doit communiquer avec son enfant et non pas juste lui jeter un appareil, il va lui dire, OK, c'est du babysitting. C'est ce que j'appelle du digital babysitting. C'est-à-dire que vous avez besoin dans votre modèle à la London Business School d'avoir aussi une contribution des parents également. Bien sûr, c'est très important que les parents soient impliqués dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils passent du temps avec eux, qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent des activités. Vous savez, un voyage culturel, c'est quelque chose de très important. Et juste hier, je parlais à un ami à moi, je lui ai dit, va voyager avec ton enfant, passe du temps en one-to-one, sans qu'il soit dans un environnement d'apprentissage formel. C'est lui transférer tes valeurs, ta façon de réfléchir, lui raconter ta vie, comment tu as grandi, ta relation avec les parents. Ça, c'est le vrai. C'est quoi ça? Ça vient en complément, ça? Bien sûr, c'est complémentaire. Sauf que, ouais, mais ce que certains, vous, dans votre modèle, j'ai vu entre 5 et 6 heures de cours par semaine dès l'âge de 6 ans, au niveau de l'école primaire. Donc, l'usage de technologie, de l'intelligence artificielle, Internet des objets. Est-ce que vous conseillez aussi aux parents qui scolarisent leurs enfants dans vos écoles, serait-ce que déjà à l'école primaire et le collège, de dire, voilà, il utilise de la technologie pendant X heures dans la semaine, donc faites en sorte aussi qu'il l'utilise moins une fois qu'il est à la maison pour essayer de trouver cet équilibre. La technologie qu'il utilise à l'école, c'est une technologie d'apprentissage. Ce n'est pas une technologie de divertissement. Donc c'est académique, on suit bien sûr des cours. Je peux t'annoncer qu'à partir de l'année prochaine, ils auront, à partir de l'âge, on va dire, de 10 ans, 1 heure par semaine d'apprentissage de IA. 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. C'est quoi, apprendre l'IA ou apprendre avec l'IA? Parce qu'il y a tout un débat aussi à travers le monde. Apprendre les outils de l'IA. Oui. Mais les enfants, on doit les préparer. On peut pas leur dire, ouais, va voir ChatGPT. Ok, donc apprendre à faire du prompt, apprendre à faire du machine learning, apprendre à faire des Internet of Things en utilisant de l'intelligence artificielle, apprendre à construire des agents IA. Ok, imagine que ton enfant à l'âge de 13-14 ans, il a un savoir-faire d'un ingénieur qui a 25 ans. Ok, il est mieux préparé. Quelle que soit la carrière qu'il va suivre, peut-être que demain il va être dans le monde juridique, mais il aura avec lui un bagage de savoir-faire et d'outils. C'est ça l'objectif. On leur donne des outils, on leur donne pas. Ils sont pas scotchés sur un écran. Justement, ça on leur donne des outils et on veut en fait qu'ils soient en capacité d'être parfaitement familiarisés avec l'intelligence artificielle bien sûr. Pour être dans la créativité et pour pouvoir créer et produire. Parce que je rappelle qu'il y a une autre dimension au niveau de la London Academy School, si j'ai bien retenu ma leçon,
j'ai bien fait mes devoirs, c'est aussi l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que donc cet usage de l'IA au niveau des programmes éducatifs que propose l'Academy Business School, London Academy Business School, pardon, est-ce que c'est les fabriquer des IA? Est-ce que c'est aussi faire des entrepreneurs qui vont pouvoir concurrencer les Américains et les Chinois qui sont leaders dans le monde au niveau de l'IA et que nous, c'est eux qui la produisent et nous qui la consommons? Alors, j'ai remarqué que malheureusement, le Marocain en général ou l'éducation francophone, on n'aime pas parler de l'argent. On n'aime pas parler de business. Tout ce qui est commercial, tout ce qui est argent, c'est un tabou. Donc on sort des ingénieurs, on sort des personnes mais qui n'ont aucune idée sur ce que c'est. Même dans des personnes qui sortent de business school. Okay? Malheureusement, même leurs profs n'ont jamais eu d'interaction avec l'argent. C'est-à-dire les profs qui sont en train de leur apprendre comment gérer ces entreprises n'ont jamais géré d'entreprise. Donc je me suis dit, du moment que dans le programme britannique, dans le baccalauréat général, il y a un examen de business, ben moi je vais commencer à leur apprendre le business à partir de première année collège. Donc ils ont 3 heures par semaine. Donc première année collège, on est en 6e, on apprend déjà à devenir trader, on apprend déjà à être... Bien sûr. Dans le business, on va apprendre le marketing, on va apprendre les ressources humaines, on va apprendre le business, on va apprendre le business plan, et aussi on va apprendre du trading. Trading des stock market, trading des commodities, c'est quoi un up market, c'est quoi un down market. Et les enfants sont des éponges. Au lieu qu'ils passent du temps à apprendre Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, moi je préfère qu'ils apprennent quelque chose qui sont... Justement, c'est intéressant que vous preniez cet exemple. Alors, je ne sais pas si vous l'avez pris par hasard ou pas, Sabir Marlouf, parce que certains considèrent aujourd'hui qu'il y a des applications, il y a de la technologie, où il y a des soubassements idéologiques. Parfois confessionnel. En tout cas, c'est une manière, une vision du monde. Vous avez, je ne veux pas dire que c'est le slogan, mais en tout cas, vous considérez que les élèves qui sont scolarisés à la London Business School, c'est les élèves qui sont préparés. London Academy, pardon. London Academy School, c'est les enfants que vous préparez pour le monde de demain. Oui. Sauf que ce monde de demain, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Si on revient un peu sur l'actualité, ce conflit armé, cette guerre... États-Unis, Israël, Iran, États-Unis, Israël, même s'il y a eu un cessez-le-feu qui est en vigueur depuis quelques heures, c'est qui va leur apprendre aussi à ces enfants-là qui sont au collège, à la London Academy School, qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde, la vision aussi du monde. Est-ce que c'est la technologie, est-ce que c'est l'enseignant, est-ce que c'est le prof, est-ce que c'est les parents? Le rôle de l'école aujourd'hui, c'est d'équiper nos enfants avec des compétences. Qu'ils sachent comment communiquer, comment collaborer, comment être créatif, comment résoudre des problèmes, comment être de bons citoyens et comment avoir un bon caractère. C'est le but de l'école. Le côté académique ou le contenu, c'est quelque chose qu'on peut leur apprendre comment faire de la recherche et trouver ce contenu. D'ailleurs, je dis toujours, et c'est un proverbe qui dit que nos enfants doivent utiliser leur cerveau comme un processeur et non pas un disque dur. Malheureusement, dans le passé, même les examens, ils sont orientés mémoire. C'est du par cœur. C'est du par cœur. Aujourd'hui, avec un ChatGPT qui a un IQ de 160, il se multiplie par 10 chaque année. Le ChatGPT, si on le donne entre les mains d'un gamin, il peut passer le MBA, il peut passer l'examen de droit, il peut tout faire. Donc, sans rien comprendre. Notre objectif, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. S'ils comprennent et qu'ils ont une bonne réflexion, qu'ils aient un bon process de réflexion et de dissecter les problèmes, de les résoudre, je crois que notre mission est faite. Malheureusement, je ne peux pas donner mes propres idées à ces enfants, comment je vois le monde. Ça, c'est à eux de développer leurs propres idées. Mais c'est important de le partager avec eux, justement, de se dire, voilà. Vous avez pris l'exemple de ChatGPT ou TikTok ou d'autres applications. Ouais. Il est quasiment démontré aujourd'hui qu'il y a une orientation idéologique qui modifie les consciences et la perception qu'on peut avoir de faits. De faits avérés dans la vie réelle aujourd'hui. ChatGPT, c'est aussi de la data qui n'est pas sécurisée. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réelle menace aujourd'hui qui pèse sur nos enfants? Avant ChatGPT, il y avait de Google. Les gens cherchaient sur de Google et Google peut orienter la personne dans n'importe quelle direction. Donc c'est quoi? Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, il faut qu'on apprenne aux enfants à ce qu'ils soient indépendants dans leur réflexion. Ça ne veut pas dire que ChatGPT c'est du Coran.
Ok, donc ChatGPT, c'est un outil de recherche, c'est un outil qui parfois même donne de fausses informations, mais l'idée, c'est que qu'on ait une réflexion, qu'on puisse puiser de plusieurs sources et qu'on se fasse nos propres idées. L'IA qui est utilisée à la London Academy School par les élèves en tout cas, est-ce qu'elle permet effectivement, est-ce qu'elle favorise la pensée et l'esprit critique? Parce que le vrai sujet aujourd'hui à travers le monde, ceux qui considèrent que l'intelligence artificielle intégrée dans les systèmes éducatifs menace l'opportunité, certains considèrent qu'effectivement ça éloignerait, j'ai bien dit éloignerait, les élèves de la pensée et de l'esprit critique. Alors je vais vous expliquer de manière très terre à terre comment nos élèves utilisent l'intelligence artificielle. Par exemple, on a une plateforme, ce qu'on appelle un Virtual Learning Environment, où ils retrouvent leurs cours, des vidéos, ils retrouvent leurs devoirs, tout sur cette plateforme. Et sur cette plateforme, il y a un tuteur, un agent d'intelligence artificielle. Comme un assistant. Un assistant. Voilà. À qui ils peuvent poser n'importe quelle question. J'ai pas compris le théorème de Pythagore. L'agent, il va étape par étape leur expliquer. Parfois, vous êtes un parent et ton enfant te demande de l'aider à faire un devoir et tu n'es pas un expert en mathématiques. Et même si tu étais bon en mathématiques il y a 20 ans ou 30 ans, ça ne veut pas dire que tu te rappelles de tout. Donc, cet outil qui est aussi disponible pour les parents va prendre cet enfant étape par étape. Et toutes ces demandes et tout le niveau qu'il a pu atteindre est communiqué au professeur pour qu'il sache que cet enfant, il a fait cette recherche, il est arrivé à tel savoir ou il a telle lacune. Comme ça, le prof, il va passer un temps très précis avec cet enfant à optimiser ou à lui faire passer un savoir. C'est comme ça qu'on utilise l'intelligence artificielle, c'est comme ça que le prof l'utilise et c'est comme ça que l'élève l'utilise. C'est-à-dire à côté de l'élève, en termes de soutien, on a un assistant. Un assistant virtuel. Virtuel qui est une intelligence artificielle. Exactement. Et l'enseignant suit à distance et voit l'utilisation qu'a fait l'enfant et l'élève. Exact. Et en plus de ça, cet agent est multilingue. Arabe, français, anglais. Mais je crois que l'intelligence artificielle, il y a des traductions qui peuvent être faites en 170 langues. Non, mais semble-t-il. Mais je parle de la matière qu'il est en train de prendre. C'est-à-dire là, on est sur le contenu académique. Ce contenu académique, on l'a. C'est-à-dire, on a des cours qui sont en train de suivre. Telle année, en mathématiques, il doit apprendre telle chose. Cette année, ils vont apprendre en arabe telle chose ou en français. Donc, cet outil les aide à avoir, au lieu de faire des heures supplémentaires, en ayant cette interaction, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est-à-dire créer aussi une autonomie. Beaucoup d'enfants, ils ont besoin d'être assistés, et quand ils vont à l'université, ils sont pas prêts. Parce qu'à l'université, il y a plus de cours de particulier, il n'y a pas d'assistant. Et beaucoup d'enfants qui ont brillamment eu leur baccalauréat, malheureusement, ils ont du mal à suivre l'université. En étant indépendant, en étant autonome, en apprenant comment apprendre tout seul, c'est mieux préparé pour le futur. Quand vous dites c'est mieux, Sami Ben Makhlouf, donc je rappelle, ça fait pas tout à fait 10 ans, mais pas loin, que la première London Academy School a été créée. Quand vous dites c'est mieux, c'est que vous avez un retour d'expérience aujourd'hui qui vous fait dire que l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation pour les apprenants a fait en sorte qu'il y a de meilleures notes chez les élèves. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'indicateur clé? Vous dites vous basez sur quoi pour dire que c'est mieux l'intelligence artificielle dans l'éducation? Je peux pas te dire que j'ai suffisamment de recul pour le dire. Il faut être réaliste. Mais je peux vous dire qu'on a eu des élèves brillants qui ont été acceptés, l'un d'eux à Columbia University avec une bourse à 100%, d'autres une personne qui a été acceptée à Oxford University, le jeune Idir qui est à Sheffield University. Donc on fait de notre mieux. Est-ce que c'est grâce à l'IA ou c'est grâce à Non, c'est grâce à cette ouverture d'esprit, cette focus sur les compétences, cette construction de la personnalité de cet élève pour qu'il soit autonome. On travaille beaucoup sur l'autonomie. Parce que être assisté n'est pas nécessairement une bonne chose. Même si on est assisté par une IA?
Parce que tout à l'heure, vous avez dit, il y a un assistant IA à côté de chaque élève. L'IA, c'est un outil. L'assistant, c'est quelqu'un qui va faire des devoirs pour vous. c'est quelqu'un qui va te prendre étape par étape, même si tu n'as pas bien compris, ben, tu vas passer à autre chose. Alors que il y a un retour, c'est de l'information qui va remonter vers le prof. Le prof, il va revenir vers l'élève, il va lui dire, tu n'as pas bien compris ça, voilà, on va passer un peu de temps ensemble pour mieux apprendre. Dernière interrogation, il y a une tendance de fond à travers le monde. Alors, très souvent, on prend les pays nordiques en exemple, en disant que c'était les premiers au niveau des enjeux écologiques, le bien-être, le bien-vivre aussi, et notamment ensemble. Et c'était les premiers, quelque part, à avoir favorisé l'intégration des nouvelles technologies au niveau des écoles, de leur école essentiellement publique d'ailleurs. Et là, ici, il y a une espèce de retour en arrière, à la fois en Suède, à la fois au Danemark, où ils préfèrent moins d'écran et plus de livres, plus de lectures. Le Canada aussi, je veux qu'au Québec, ils vont vers l'interdiction du smartphone, des écrans via un téléphone. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Nous, on interdit le téléphone. Vous avez aujourd'hui, il y a toujours des avis. J'ai visité des écoles en Norvège et j'ai vu comment ça se passait. Ok, et je peux vous résumer 1 heure d'apprentissage, c'est 45 minutes chez eux. Premier quart d'heure, le prof présente. Deuxième quart d'heure, c'est de l'interaction. C'est qu'est-ce que vous en pensez. Et troisième quart d'heure, c'est un quiz, c'est un test. Et c'est rebelote. Et à l'extérieur de l'école, à l'extérieur de la classe, les élèves qui ont du mal à apprendre sont pris à l'écart par un assistant qui va avoir beaucoup plus d'interaction avec eux. Donc ça résume un petit peu cette interaction. De dire que la technologie est en train de freiner l'apprentissage ou c'est pas bien, je crois que c'est un sujet qui est dépassé. La technologie est là. Il y a personne, on peut pas faire un travail. Tout autour de nous, il y a de la technologie. Donc, ou bien on va l'adopter dans le bon sens, ou bien on va la stopper et on veut rester quelque part dans le monde rural. Le fait que ces pays-là, j'ai cité la Suède, le Danemark, même les Pays-Bas d'ailleurs, plus de lecture sur papier et moins de lecture sur écran, vous dites... c'est un avis. C'est un avis, une position. C'est pas général. D'ailleurs, moi j'ai visité des écoles publiques où il y a beaucoup de technologie. Mais c'est pas que la technologie qui est utilisée comme outil. Dans les écoles, dans nos écoles ou les écoles dans les pays nordiques, il y a beaucoup de sport. Ils ont des salles énormes de sport parce que là-bas il fait un peu frais. Au Maroc, alhamdoulilah, on est bien. Malheureusement, je retrouve beaucoup d'écoles au Maroc où c'est juste un bâtiment. On a tué le sport, alors que le sport faisait partie de notre apprentissage quand on était jeune. Il y avait l'ASS, il y avait beaucoup de et le sport faisait partie, et même quand on sortait de l'école, on passait beaucoup de temps à jouer du foot partout. Quand on est scolarisé dès l'école primaire à la London Academy School, c'est entre 3 et 5 heures de cours via l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. Non, on a 3 heures de cours de technologie par semaine. 3 heures de cours de technologie par semaine. Et là, si la personne est très intéressée par la technologie, il peut ajouter 2 heures et passer à 5 heures. Club. Okay. Combien d'heures de sport par semaine? On a 2 heures de sport par semaine. Donc, mais attends. Et si on aime le sport, il y a un club. Ils peuvent choisir un club, ajouter 2 autres heures. Donc, on peut faire facilement 4 heures. Donc, il y a quasiment le même quota d'heures en technologie et en sport. Exact. Merci infiniment, Samir Benmarlou. C'était un plaisir. C'est réciproque. De débattre de débats philosophiques, politiques au sens noble du terme, mais également éducatifs, parce que je rappelle que vous avez monté et fondé la London Academy School. Je vais juste ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Moi, je considère que mon école, où il y a beaucoup d'innovation, est c'est-à-dire à la disposition de notre gouvernement, s'ils veulent voir. Et comme je l'ai dit à quelqu'un de très haut placé, utilisez-nous comme votre laboratoire. Ok, venez voir comment on fait les choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut partager gratuitement, si je ne demande rien du tout, pour améliorer notre système d'éducation. Et c'est le but de n'importe quel Marocain. Et comme je suis un petit peu curieux, cet homme bien placé, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Oui, Ah ben voilà, non. Ouais. Oui, mais ou non mais. Merci en tout cas infiniment à vous, Samir Benmarlou, je rappelle fondateur
de la London Academy School. Et je rappelle également, c'est pour ça que vous êtes à l'aise sur tous les sujets et les enjeux et défis technologiques, ancien directeur général de Microsoft. Merci à vous et à très bientôt. Merci pour l'invitation. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.